voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc un voyage extraordinaire dans le monde des sciences que nous invite cette émission. Je suis donc avec Jean-Louis Coatrieux. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Pour ce voyage, nous recevons Enora Denimal, chargée de recherche en génie mécanique à l'INRIA. Bonjour Enora. Bonjour. J'ai tout bon ? Tout bon. Parfait. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui une chercheuse, alors je ne sais pas comment vous voulez dire, chercheuse ou chercheur avec un E ? Chercheuse. Chercheuse. Une jeune chercheuse, oui, qui se passionne pour une matière qui paraît particulière quand même. Hein. La mécanique, on pense évidemment à la mécanique auto, des choses comme ça. Oui. Mais la mécanique, c'est un monde. On va voir. On pense à un homme avec la cigarette au bec, un bleu de travail qui tourne autour du capot ouvert d'une voiture. Voilà, exactement. Alors, Enora, vous allez nous parler de votre parcours de formation, de vos activités actuelle dans cette émission, donc Voyage extraordinaire dans les sciences, une émission de Radio Laser créée par Jean-Louis Coatrieux, diffusée par Radio Laser, évidemment, en collaboration avec le site web culturel breton Unidiver. Donc Jean-Louis, je te laisse la parole. On va démarrer comme on démarre toujours, c'est-à-dire faire connaissance. Ouais. Alors Enora, donc vous êtes chercheur à l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique. Mais avant d'arriver là, il y a eu certainement beaucoup de choses sur le chemin. D'abord, d'où êtes-vous ? De quel endroit de France ou de Navarre ? Je ne sais pas s'il faut... Ou d'ailleurs, éventuellement. D'où êtes-vous ? J'ai un peu bougé. J'ai passé... Jusqu'à mes 10 ans, j'étais en région lyonnaise. Et après, j'ai déménagé en région nantaise, donc là où se trouve toute ma famille aujourd'hui. Je viens plutôt de la région nantaise, donc pas très loin d'ici. Les racines sont là, alors ? Les racines sont là. Du côté du père et de la mère ? Non, de ma mère. De la mère. Donc vous êtes bretonne ? Disons que le 44, la Loire-Atlantique, c'est un sujet à débat. Je ne rentrerai pas dedans. Alors, le collège, le lycée, donc c'était l'école primaire donc à Lyon. Ouais, à côté. Le collège et le lycée à Nantes. J'ai fait le collège et le lycée dans la petite ville où on habitait, qui est au nord de Nantes. Donc plutôt à la campagne, en fait. Comment ça s'appelle ? Alors j'ai fait Blain. Oui. Ah oui, tout le monde connaît ici. Oui, avec son château. Oui, exactement. Oui. Le château de la Groulet. J'ai fait mon collège et mon lycée là-bas, donc environnement plutôt rural, on va dire. Je pense que c'est là-bas que j'ai pris goût pour la science et que, en tout cas, j'ai fait mes premiers pas. Donc j'ai eu envie de poursuivre. Donc vous avez fait la filière, parce que moi je connais pas à votre époque comme les spécialités, comment on les appelait. J'ai fait un bac S, donc scientifique, avec une spécialité en maths. D'accord. Et ensuite, le baccalauréat, d'accord. Ouais, et après ça, donc j'ai fait un cursus où je suis passée par 2 ans de classe préparatoire. Donc là, que j'ai faite à Rennes, au lycée Chateaubriand. Pourquoi à Rennes ? Parce qu'à Nantes, il y a des lycées aussi très... Ouais, j'avais beaucoup hésité entre Nantes et Rennes. Et le lycée à Nantes, je me sentais plus à l'aise au lycée à Rennes, où ça avait l'air moins froid, je pense. C'est pas forcément mon milieu social d'origine. Et je me sentais mieux là-bas. Je m'y projetais plus facilement. Et donc, je suis partie à Rennes pour ma prépa. Donc, en internat ? En internat, pendant 2 ans. Et alors, donc, concours des grandes écoles, je suppose ? Ouais, exactement. Et donc, suite à ça, j'ai voulu aller à l'école centrale de Lyon, où je suis partie pour faire mes 3 ans d'école. 3 ans d'études. Alors l'école centrale de Lyon, en fait, fait partie d'un petit groupe d'écoles, l'école centrale de Paris, qui était la première à être créée, je crois. Ouais. Il y a aussi l'école centrale de Nantes. Ouais. Et il y a aussi Lille et Marseille, qu'on appelle Centrale Méditerranée. Voilà, maintenant. qui sont plus récentes. Qui sont plus récentes, ouais. Oui.
Donc c'est un réseau d'écoles sur le territoire national. Et donc j'avais choisi Lyon parce que y avait des options en dernière année qui me plaisaient et qui m'attiraient. Et la ville de Lyon était aussi une ville qui m'attirait pour réaliser mes études. Mais comment vous êtes arrivé à la mécanique? Parce que dans les écoles d'ingénieurs, Félix, il faut savoir que les femmes sont très minoritaires. J'imagine. Et qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'elles le soient. Les mathématiques peuvent plaire aussi bien aux filles qu'aux garçons. Oui. Et donc, dans les écoles d'ingénieurs, déjà, la représentation féminine est relativement réduite, mais dans des disciplines comme la mécanique, on peut imaginer que c'est encore plus grave. C'est peut-être pas le cas, peut-être que je me trompe. Hein. Non, c'est très marqué en mécanique. On fait partie des domaines de recherche, donc des thématiques où il y a le moins de femmes aujourd'hui. Je crois qu'on a encore moins de femmes qu'en informatique ou en maths. Donc on est vraiment l'un des secteurs où je pense la représentation est très très limitée. Bon, et vous avez choisi ? Ouais, j'ai choisi. Et vous ne regrettez rien ? Non, j'ai aucun regret. Je m'y amuse. Au contraire. Je m'y amuse beaucoup, ouais. Ah, alors là, c'est une constante d'entendre les chercheurs, les chercheuses que nous recevons. Vous vous amusez tous et toutes. Ouais. Alors, il y a des moments peut-être un peu plus tristes, mais il y a des moments de bonheur, oui. On va essayer d'en avoir quelques-uns avec Enora. Mais bon, il y a des choses quand même qu'il faut qu'on éclaircisse avant. Hein. Oui, tout à fait, oui. C'est une petite remarque. Voilà, alors qu'est-ce qui a pu être le grain de sable qui vous a dit, qui vous a mis sur cette voie? Et je pense que ça a toujours été un peu là, mais j'ai toujours beaucoup aimé les maths et la physique, au collège, au lycée, en prépa. Mais ça ouvre tout. Et ça ouvre tout, mais c'est vrai qu'en physique, j'avais une appétence particulière pour ce qu'on appelle la dynamique. Donc c'est étudier comment les choses bougent dans le temps. Donc vous lancez un objet, comment il tombe, etc. Et ça, j'ai toujours trouvé ça rigolo. Et vous me disiez aussi que vous cherchez toujours à comprendre pourquoi un phénomène se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça, vous l'avez depuis très jeune alors. Ouais, je l'ai toujours eu. Gamine, j'avais beaucoup la tête dans les bouquins à essayer de comprendre la Terre, l'univers, les animaux, le monde autour de nous que je questionnais beaucoup. Et je pense que ma mère a toujours eu le réflexe de m'inciter à poser les questions et à trouver des réponses. Et donc c'est quelque chose qui m'a vraiment suivie et qui continue de me suivre aujourd'hui tous les jours dans mon métier. Enfin, je pense que c'est ce qui m'a conduit à ce métier-là, justement. Ça me fait penser à une anecdote très personnelle. Hein. Mon frère, pendant la guerre, il avait reçu un cadeau, en cadeau de Noël un train. Et évidemment, il a voulu savoir ce qu'il y avait dans les wagons. Et pour savoir ce qu'il y avait dans les wagons, il fallait les ouvrir. Et quand mes grands-parents se sont réveillés le lendemain matin, le train, il était complètement à plat. C'était l'horreur. Ça a été l'horreur. Donc vous êtes un peu comme ça. C'est-à-dire savoir ce qu'il y a vraiment dedans. Ouais, j'aime bien. J'aime bien comprendre. Donc la curiosité, le fait de trouver du plaisir aussi à tout ça. Des rencontres aussi peut-être ? Oui, je pense tout le long de mon cursus, j'ai rencontré des gens qui ont su maintenir cette curiosité et montrer que j'avais ma place et que je pouvais y croire. Et donc du coup, ça m'a pas mal aidé à me construire et à oser croire en moi, à passer les concours de la recherche, à viser cette carrière-là, justement. Oui, parce que vous pouviez partir comme ingénieur dans l'industrie. Ouais. Alors, le choix de la recherche, c'est vraiment lié aussi à cette curiosité, ce plaisir qu'il y avait autour de vous, que vous trouviez autour de vous. Je suis entrée en école d'ingénieur en sachant que je voulais pas être ingénieur. C'était déjà à l'entrée. Je voulais déjà faire une thèse et plutôt m'orienter sur ces trajectoires-là. Après, quand on est jeune, on n'a pas toujours une vision très claire et très, très précise de ce que ça peut représenter et tout, donc je restais ouverte aux opportunités, mais les années d'études m'ont plutôt convaincue que le privé et l'industrie, c'était pas forcément des conditions de travail ou une façon de travailler qui me convenait.
Et donc en fait assez naturellement, je suis allée en thèse. Puis après, j'ai continué, quoi, comme ça me plaisait. Alors c'était une thèse un peu particulière, parce que c'était une thèse avec une bourse CIFRE et un partenariat industriel, donc qui est Peugeot, PSA. Ouais, exactement. Et comment s'est passé cette inscription en thèse avec un partenaire industriel? C'était une volonté aussi? Non, Parce qu'il y a des bourses, peut-être pour information, Félix, tu as des bourses doctorales qui sont données par l'État. Certaines peuvent être données par la région. En région Bretagne, c'est le cas. Je ne sais pas en région Rhône-Alpes si c'est le cas. Mais tu as aussi une autre catégorie de bourses qui sont les bourses CIFRE, qui sont des bourses qui sont payées pour partie par l'État et pour partie par les entreprises. Et ça peut être un choix, ça, le lien. Choisir ce type de bourse peut être aussi porteur de quelque chose de... parce que ça laisse le contact avec la réalité industrielle, en fait. Donc c'est un choix aussi important, ou ça s'est fait comme ça sans... Non, ça s'est fait comme ça. Je m'étais plutôt renseignée sur les différentes thématiques de recherche qui pouvaient m'intéresser et sur... aussi sur les différents directeurs de thèse qui étaient associés à chaque projet. Et j'avais eu beaucoup de retours positifs sur l'encadrement. Donc en fait, je suis allée voir Jean-Jacques, qui est devenu mon directeur de thèse. Et donc il avait ce sujet-là à me proposer et j'ai pris parce que le sujet m'intéressait et puis j'avais confiance en l'encadrement et la formation qu'on allait m'apporter pendant ces 3 ans de thèse. Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Alors dites-nous, le sujet de thèse, c'était quoi? Alors le sujet de thèse, donc c'était autour des thématiques du crissement de frein. Donc quand vous freinez et que vous avez ce petit bruit aigu que vous entendez, donc il y a ça sur les vélos, les voitures, les trains, typiquement un train qui arrive en gare. Et donc dans l'industrie automobile, c'est un phénomène qu'ils essayent de prédire pour le supprimer, parce que le client en fait n'a pas envie que sa voiture fasse du bruit quand il freine. Et donc le sujet de ma thèse, c'était d'améliorer la prédiction numérique de ce phénomène afin de pouvoir l'éviter justement. Et le but, c'était de rendre leur outil de simulation plus robuste par rapport à un certain nombre de paramètres qui pouvaient être variables. Donc typiquement, le crissement va être plus ou moins marqué si par exemple l'environnement extérieur est humide ou pas. Donc c'est typiquement être capable de prendre en compte justement ces variabilités de l'environnement, etc. Pour rendre la prédiction plus robuste. Oui, parce qu'en fait, là, le travail dont vous parlez, c'est pas un travail, je dirais, d'expérimentation physique, où on construit la roue, on met des rails, où on met une chaussée, etc. Tout se passe en simulation numérique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un modèle quelque part de l'ensemble des choses des objets qui vont jouer un rôle dans le problème, et tout va se passer donc sur informatique en fait. Exactement. Ce sont des mathématiques appliquées aussi d'une certaine manière. Exactement. Alors, dans votre sujet de thèse, parce que j'ai regardé un petit peu, bon, ni Félix ni moi ne sommes des spécialistes de mécanique. Non, j'ai regardé aussi. Et on parle de métamodélisation. Ouais. Alors, la modélisation, on peut comprendre que c'est la représentation de manière numérique, par exemple, pas forcément seulement numérique, mais d'un système. Ouais. Donc, pas des équations dont on parlait hier avec Serge Cantat, mais ça peut être des modèles conceptuels aussi, qu'on retrouve par exemple en intelligence artificielle. Mais là, c'est métamodélisation. Alors, est-ce qu'on peut avoir, pour les auditrices et les auditeurs, un exemple ou qui permettrait de comprendre ce que ça signifie? Ouais, alors ici, on est dans un cas où il y a déjà un modèle, donc ici, d'un frein automobile qui existe. Donc par modèle, j'entends un ensemble d'équations mathématiques qui vont représenter le phénomène, donc ici, de crissement. Donc ces modèles-là, on les résout numériquement, enfin ces équations, on les résout numériquement. Il faut savoir que ça prend beaucoup de temps. On est sur une notion d'heures de temps de calcul. Dans d'autres cas, ça peut être des semaines, voire des mois de calcul. Et donc on imagine assez facilement que si on veut étudier, par exemple, l'influence d'un paramètre qui varie, ça devient très coûteux de réaliser tous ces calculs, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc la métamodélisation, ça consiste à créer
un modèle mathématique simple, mais qui va mimer ou imiter ce modèle numérique très coûteux. Mais ce modèle mathématique très simple va en fait prendre 1/1000 de seconde à être évalué. Donc là-dessus, vous pouvez réaliser toutes les études que vous voulez. Et donc tout l'enjeu consiste à être capable de construire de façon efficace et précise ce modèle mathématique très simple à la fin. Ce métamodèle, en fait. Qu'on appelle métamodèle, justement. D'accord. C'est quelque chose qui vient imiter en fait le modèle numérique coûteux de façon peu coûteuse. Et alors, vous avez réussi ? Ouais. Et quand on réussit, ça se traduit par quoi ? Par un prix, par exemple ? Non, je plaisante parce que je sais qu'il y a un prix, que vous avez obtenu un prix, mais quand on réussit, ça veut dire qu'on confronte les deux modèles et qui sont suffisamment, les résultats des deux modèles, et qui sont suffisamment proches pour dire qu'on peut valider le modèle simplifié qui a été retenu. Ouais, exactement. Alors là, je suis allée plus loin que ça. J'ai plutôt proposé une méthodologie qui permet justement de construire ce métamodèle, de façon à ce que ça puisse être étendu à d'autres cas, d'autres freins, etc. Mais la méthodologie, c'est vraiment la partie sur laquelle j'ai contribué. Et là-dessus, j'ai réussi à différents niveaux, où j'ai d'abord réussi à le faire dans un premier temps sur un cas très simple, pour ensuite basculer sur le cas industriel, qui là apportait une complexité supplémentaire. Et donc là aussi, j'ai réussi à adapter mes développements à ce cas industriel. Et là-dessus, ça avait été très satisfaisant de proposer quelque chose qui est plutôt académique et théorique dans un premier temps, puis après de se confronter à la réalité du monde de l'ingénierie, où il y a beaucoup de choses et d'embêtements qui peuvent arriver de par la complexité du système, de l'environnement numérique, des codes de calcul, etc., qui existent, toutes ces contraintes, et d'être capable de proposer une solution qui va servir par la suite. Donc chez PSA aujourd'hui, les freins ne grincent plus. À la SNCF non plus. J'ai pas encore travaillé avec la SNCF. À PSA, je sais pas. J'avoue que donc normalement mon travail a été récupéré et transféré et est réutilisé, ou en tout cas en partie. Il a été breveté aussi peut-être. Un bout de la thèse a été breveté, ouais. Exactement. Donc normalement c'est réutilisé. Après j'ai plus beaucoup de contacts, donc très honnêtement je sais pas dans quelle mesure c'est utilisé, mais en tout cas c'est des résultats pour lesquels ils étaient tous très intéressés, et donc je suppose que oui ils les exploitent aujourd'hui. Bon, je trouve ce que vous venez de nous dire absolument fascinant. Merci. Parce que voilà, on arrive dans le vécu très très concret. Et alors moi je pose la question quand même, ce prix que vous avez eu, vous nous dites quand même, parce que on a envie de savoir. Oui, alors suite à ma thèse, donc on peut postuler à des prix de thèse. Et donc j'en ai obtenu 2. Donc j'ai obtenu le premier qui est le prix de thèse du CSMA. Donc c'est l'association française en calcul numérique, mécanique. Je sais plus exactement ce que veut dire le titre, mais c'est bon, l'association française de ma communauté de recherche. Et donc là j'ai obtenu un prix de thèse national. Et après j'en ai obtenu un deuxième sur différentes écoles centrales. Ah oui, les écoles centrales entre elles ont un prix de thèse. Tous les ans offrent un prix de thèse. Ouais. À la meilleure ou le meilleur travail qui a été réalisé en thèse. Ouais, exactement. Ouais, c'est rare ça. Hein. Je crois que je connais pas d'autres écoles qui ont ce type de choses, mais bon, je connais pas tout non plus. Donc bon, vous étiez heureuse quand même. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Surtout celui de l'association française, c'est une grosse reconnaissance. Et je le savais pas du tout à l'époque. J'avais postulé un peu par hasard, en n'y croyant pas. Mon directeur de thèse m'avait dit, bon, très honnêtement, je pense pas que tu l'aies parce que t'es pas trop dans la politique actuelle de ce à quoi, des sujets auxquels on donne des prix. Et en fait, je l'ai eu contre toute attente. Et au début, je me rendais pas trop compte de ce que ça pouvait signifier. Et j'ai vu que beaucoup de gens me félicitaient, etc. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, ah oui, en fait, c'est un gros prix pour recevoir autant de retours et de reconnaissance. Et donc, ça a vraiment, ça a permis de montrer que mes travaux de thèse étaient, ça m'a rassuré, on va dire, sur la qualité de mon travail, je pense, pour la suite.
Alors oui, c'est une reconnaissance, donc ça, une grosse valeur symbolique. Est-ce qu'il y a un prix aussi alors je redeviens un peu terre à terre, Ouais. en numéraire? Oui, on a un chèque avec. Bon. Non, mais c'est secret. Oui, non. c'est... Bon, on ouais, je dit sais pas. plus. Non, mais de toute façon, les informations sont en ligne, c'est quelques milliers d'euros. Ah, quand même. Quand on sort de test, ça fait plaisir. Ouais, Bah oui. ouais, ça... Oui, il faut savoir Ça conscience, les prix qui sont donnés généralement, même par les grandes sociétés savantes, sont pas du montant des prix Nobel. Hein, donc, Non. c'est généralement plutôt quelques milliers d'euros, voire moins des fois. Hein, donc, mais par contre, ils ont symboliquement, c'est Oui. considérable. Oui. C'est un peu comme Parce que le Goncourt, hein. C'est Absolument, un tu as chèque de des- 10 euros, mais c'est énorme après pour la reconnaissance de la personne. Eh ben, félicitations. Merci. On est bien ensemble sur le 95.9 FM et en DAB+. Radio Laser. C'est l'heure de notre émission Voyage extraordinaire dans le monde des sciences, donc une émission créée et animée par Jean-Louis Coatrieux. Et aujourd'hui, nous sommes avec Enora Denimal, chargée de recherche en génie mécanique à l'INRIA, donc c'est à Rennes. L'aventure continue après par un séjour en Angleterre. Exactement. Pourquoi l'Angleterre? Parce que bon, ça pouvait être l'Allemagne, ça pouvait même être des pays peut-être un peu plus chauds comme l'Espagne ou l'Italie. Alors pourquoi Alors, cette idée je d'aller parle en ni Angleterre? espagnol ni italien. C'est une opportunité. Je savais que je voulais partir à l'étranger pour continuer à me former et pour découvrir la recherche sur un plan international, une autre façon de la faire, mais aussi une autre façon d'aborder la science. Et l'Angleterre, en fait, s'est proposé à moi. Il se trouve que mon directeur de thèse connaissait quelqu'un à Londres qui cherchait des postdocs. Et donc, j'ai contacté cette personne-là. Et puis, ça s'est bien passé. Donc, les discussions se sont bien passées. Donc, j'ai continué là-bas. Oui, mais ce que ne dit pas Enora, c'est que elle est allée dans un institut ou dans une université équivalent à une université qui avait fait partie des plus prestigieuses de l'Angleterre, avec Cambridge, Oxford, l'Imperial College ou l'Imperial College à Londres. Ouais. C'est quand même une maison qui n'est pas n'importe quelle maison. Hein. Ouais, c'est une grosse institution là-bas sur le plan national et même sur le plan international. Ouais. En Europe, il y a un rayonnement qui est donc la vie à Londres, donc forcément. Ouais. Pendant 1 an et demi, c'est ça? 1 an et demi. Alors après, il y a eu le Covid, donc les 6 derniers mois, j'étais rentrée en France à la campagne. Mais j'ai vécu un peu plus d'1 an à Londres. Ouais. D'accord. Alors, et là, donc, c'était plus Peugeot, là maintenant, c'était une grande maison. C'était Rolls-Royce. Oui. Mais Rolls-Royce a disparu, vous me disiez? Non, du coup, j'étais dans la branche de Rolls-Royce aéronautique. Donc, Rolls-Royce fait aussi des moteurs d'avion. Donc, on n'est plus dans l'auto, hein. Non, j'ai lâché l'automatique pour basculer sur des applications plutôt aéronautiques. Rolls-Royce automobile, j'en ai jamais trop entendu parler là-bas, mais il me semble que ça s'est pas bien fini pour eux. Ils ont été rachetés par les Allemands. Je sais plus. Je ne voudrais pas dire de bêtises, faut regarder. Mais du coup, oui, là-bas, j'étais sur un sujet de recherche. L'équipe de recherche travaille en très forte collaboration avec Rolls-Royce aéronautique. Et donc les cas d'études, etc., étaient fournis beaucoup par l'industriel. Donc on avait quand même des échanges assez réguliers avec eux. Et le sujet sur lequel vous avez travaillé, c'était quoi alors? Alors là-bas, je travaillais... C'est compliqué. Je sens que ça va être compliqué. Non, alors je travaillais sur ce qu'on appelle... donc chercher à optimiser la forme d'amortisseurs de vibrations qu'on met dans des turbines d'avion, dans des roues obagées. Donc c'est un disque avec plein d'aubes et en fait ça peut vibrer. Et chose qu'on évite parce que ça finit par s'user et ça casse. Et donc c'est pas souhaitable en plein vol, pour faire simple. Et donc la solution technologique aujourd'hui, c'est de glisser des petites pièces métalliques qui vont servir à amortir justement ces vibrations pour limiter l'usure. On sait que la forme de ces composants a une influence très forte sur leur efficacité. Et l'objectif de mon travail, c'était de développer une méthode qui permettait justement d'optimiser la forme de ces composants. Et ici, on allait plus loin que juste optimiser la forme, on allait optimiser même ce qu'on appelle la topologie.
Donc, c'est-à-dire, on s'autorise la possibilité de mettre des trous à l'intérieur de la pièce. Et donc, il faut à la fois optimiser l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Est-ce qu'il y a des endroits où il faut mettre du vide ou pas? Et dans ce cas-là, où et quelle forme? Et donc, je travaillais là-dessus. C'est un sujet qui est certainement passionnant, Absolument. mais qui doit être un peu compliqué quand même. Hein. Oui, moi j'ai une impression, quand je vous entends, j'ai dit, mais c'est presque de la poésie, tellement je trouve ça beau et en même temps, bon, c'est très compliqué, puis c'est parlant quand même, hein, il s'agit Des choses, de problèmes concrets, oui. Oui, très concrets, il s'agit que l'avion reste en l'air, quoi, en gros. Alors, le postdoc, donc, bon, c'est le chemin, je dirais, assez normal, hein, pour rentrer après dans un grand organisme, c'est d'avoir une expérience à l'étranger qui permet de découvrir les autres pratiques, les autres manières de travailler. Postdoc, hein, pour nos auditrices et nos auditeurs. Un postdoctorant. Voilà. Et donc là, on est payé par l'organisme qui accueille, bien entendu. Alors, le postdoc, et donc après la grande question, où aller où aller ensuite? Exactement. Donc à l'époque, je visais déjà d'avoir un poste dans la recherche, donc soit en tant que maître de conférence dans une école d'ingénieurs ou à l'université, ou soit en tant que chercheuse à temps plein, donc soit au CNRS, soit à l'INRIA. Donc j'avais une préférence pour chercheuse à temps plein, et de toute façon, il n'y a pas eu d'opportunité comme maître de conférence ces années-là. Et donc j'ai postulé à 2 endroits, donc au CNRS et à l'INRIA. Donc je n'ai pas eu la chance de réussir le concours du CNRS, mais j'ai réussi celui de l'INRIA, où du coup j'ai intégré une équipe de recherche à Rennes en 2020. Donc là, ça fait 3 ans. Oui, parce que les postes de chercheurs sont contingentés. Et dans un organisme comme le CNRS, mais aussi les autres, hein, ils sont répartis par discipline. Donc il peut y avoir une année, il peut y avoir par exemple aucun recrutement mécanique. Enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est envisageable. Alors donc le recrutement à l'INRIA. Alors peut-être quelques mots sur l'INRIA, c'est peut-être le moment. Donc l'INRIA, INRIA veut dire Institut National de la Recherche en Informatique et Automatique. Aujourd'hui, on considère que c'est plutôt l'Institut National de Recherche en Sciences du Numérique. Donc on touche vraiment toute la plage du numérique. Donc il y a des gens qui vont travailler sur l'organisation des composants de l'ordinateur ou des compilateurs, comment créer un OS, donc Windows, Linux, etc., qui fonctionnent mieux, jusqu'aux utilisateurs du numérique, où là on a des gens qui travaillent sur l'imagerie médicale. Donc moi je travaille plutôt sur la simulation numérique. Donc je dépends plutôt de la branche des mathématiques appliquées au sein de l'INRIA, où là il y a pareil pas mal d'activités variées, mais on est toujours très rattaché à l'outil numérique qui nous permet de réaliser les calculs, etc. Et donc il y a des centres INRIA, le centre mère évidemment est Paris, le second je ne sais pas si ça a été Rennes ou Nice, ils ont deux grosses implantations à Rennes, à Nice, et puis il y a un certain nombre d'équipes ailleurs, à Bordeaux, à Nantes, je crois. Peut-être à Nancy, d'ailleurs. À Grenoble, Nancy, à Grenoble, Lille et Saclay. Voilà, donc il y a plusieurs... il y a un petit maillage de l'INRIA qui est beaucoup plus réduit que celui de l'INSERM, par exemple, ou du CNRS. C'est un institut plus petit, évidemment, que le CNRS. Oui. Mais il est très ciblé, alors que le CNRS couvre absolument tous les domaines de recherche. Alors là, ça veut dire nouveau projet? Oui. Alors, quel était le projet, ou quel est le projet en cours qui... Alors du coup, j'ai intégré une équipe qui travaille sur ce qu'on appelle la surveillance de santé des structures. Donc c'est... ça, c'est une grande question aussi, ça. Ouais. Mais c'est typiquement, vous avez un pont et dessus vous mettez quelques capteurs, et à partir de ces mesures de capteurs, c'est être capable de dire est-ce que votre pont va bien, donc est-ce qu'il y a des fissures ou pas, et si oui, où est-ce qu'elles sont, quelle taille elles font, est-ce qu'il faut intervenir ou pas. Donc l'équipe travaille sur ces thématiques-là, et l'équipe couvre un petit peu l'intégralité de la chaîne, au sens où on a des personnes qui vont développer des nouveaux capteurs, donc typiquement des capteurs qui sont autonomes en énergie,
qui se synchronisent Capteurs de entre eux, vibration, etc. De vibration, de de déplacement. température, de déplacement, un peu tout. Et jusqu'aux gens qui vont développer les algorithmes ou les approches mathématiques qui vont traiter le signal récupéré par ces capteurs. Et donc, moi, ce que je fais plutôt, c'est qu'une fois qu'on a ces données capteurs, faut venir les recoller à un modèle de la structure étudiée, donc du pont, de l'éolienne, etc. Et utiliser le modèle pour se dire si finalement il y a des aberrations dans le signal ou pas. Et s'il y a aberration, c'est que potentiellement il y a un problème quelque part. Et la grande question, c'est où est la fissure et quelle taille fait-elle. Oui, donc ça c'est une vraie question, parce que on a eu quelques accidents, dont quelques-uns en Italie, me semble-t-il, dans ta patrie adoptive. Oui, j'y étais. J'étais pas loin de Gênes quand l'effondrement du pont s'est Morandi. Et je pense qu'il y a beaucoup de structures en France aussi, anciennes, qui devraient être surveillées peut-être plus qu'elles ne le sont actuellement. C'est une vision personnelle, mais... Non, mais là, il y a du travail de terrain en même temps ? Oui, une partie de l'équipe fait du travail de terrain au sens où ils vont tester les choses sur le terrain. Sur un pont ? Ouais. Mais ça ne concerne pas que les ponts, ça concerne tout. Ça peut être des bâtiments, ça peut être... Ouais. Moi, je travaille beaucoup sur l'éolien, actuellement. Pourquoi l'éolien ? Et en fait, il y a beaucoup de... La thématique de surveillance est très importante parce que les éoliennes sont souvent... Donc déjà, c'est souvent des champs d'éoliennes, il y en a beaucoup. Et il n'y a pas trop d'humains à côté. Donc c'est compliqué de surveiller de façon fine ce qui se passe. Oui. Donc il y a un besoin. Et le point principal qui à surveiller, c'est le mât ? Ou ce sont les ailes ? Les deux. C'est plutôt les ailes qui sont sujettes à des problèmes. Donc ça va être l'usure de matériaux composites. Les éoliennes travaillent en extérieur, donc c'est un environnement assez dur, ce qui vient user en fait les matériaux. Donc on a ces phénomènes d'usure sur des parties de pales en fait, une fois que la pale est abîmée, elle produit moins d'énergie. Donc là, ce qu'on cherche, c'est plutôt à maintenir une production énergétique. Et il y a aussi les cas où en hiver, vous pouvez avoir le bout de la pale qui gèle. Et du fait que ça tourne, après, ça fait des projectiles qui peuvent partir loin et rapidement. Et tout ça, ça se modélise ? Oui. Il y a des gens qui passent leur vie à modéliser. C'est le métier de certaines personnes, ouais. Et il y a encore de la recherche dessus. On ne sait pas encore tout faire. Non, parce que ce que vous évoquez là, on parle des éoliennes sur la Terre. Enfin, mais en mer, ça va être terrible avec les érosions, le sel. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de recherches sur comment trouver les matériaux qui vont tenir, qui vont remplir ces fonctions-là. Donc ça, je fais pas. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Ces petits bouts de glace qui peuvent se détacher et puis voler dans les alentours, moi, j'y avais jamais pensé personnellement, mais oui. Ça arrive. Bon, ici, il fait pas assez froid, ça arrive souvent. Donc, La radio s'écoute aussi en local. Radio Laser. Peut-être qu'on peut parler un petit peu plus des modèles et de la manière dont vous les développez, de la manière dont vous les construisez. Bon, je sais que c'est pas facile de traiter ce genre de sujet à la radio, parce que on n'a pas d'image, on n'a pas de support de communication adapté pour ça. Mais imaginons qu'on vous soumette un nouveau problème. Ouais. Comment vous allez procéder au départ ? Donc on a parlé de turbines, on a parlé de voitures, de freins, etc. Mais vous avez un nouveau problème qui vous est soumis et puis qui vous intéresse, parce que il faut que ce soit ça aussi. Ouais. Alors souvent, il faut proposer une modélisation de l'objet d'étude. Donc ça, en général... Qui peut être géométrique d'abord ? Ouais, donc souvent on commence par définir la géométrie. Après, on construit ce qu'on appelle un modèle élément fini. Donc en gros, on dit que la pièce, c'est un assemblage de plein de petites pièces. Et puis là, on peut écrire les lois de la mécanique qui relient justement tous ces sous-composants en quelque sorte. Et donc ça, après, on peut le traduire par des équations sur ordinateur. Donc ça, après, on sait le traiter. Mais donc il y a cette première étape de la modélisation.
C'est pas forcément là que se situe ma recherche. Ça, c'est plutôt construire l'objet d'étude. Et bien souvent, c'est des collaborateurs qui vont nous apporter ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expertise sur la modélisation. Souvent, il y a des années de travail derrière pour arriver à quelque chose qui tient la route. Vous avez des outils de base qui permettent de faire ça, en fait. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, qu'on peut faire avec des logiciels industriels qu'on peut acheter sur le marché et tout. Et moi, ma recherche après, c'est plutôt de développer des méthodes qui vont permettre donc ce qu'on appelle propager les incertitudes. Donc on se dit qu'en entrée, il y a beaucoup de données qu'on ne connaît pas beaucoup, où on sait qu'elles vont varier pendant la durée de vie de la structure étudiée. Donc soit parce qu'il y a de l'usure, donc on va perdre un peu de matière, soit parce que vous dépendez de la température, donc votre matériau il va être plus ou moins dur, un peu toutes sortes de variations, ou parce que lorsque vous fabriquez la pièce, en fait, il y a des défauts éventuellement. Il y a des défauts en fait. Donc c'est comment prendre en compte toutes ces variabilités initiales et comment propager ça. Et ces incertitudes. Et comment propager ça justement. Donc il y a vraiment la notion de traverser le modèle numérique et d'arriver au bout et de voir l'impact que ça peut avoir sur la sortie. Et donc là il y a un gros travail sur... donc il y a des vieilles méthodes qui existent mais qui en fait nécessitent d'être adaptées, redéveloppées aux problématiques et aux systèmes qu'on étudie qui apportent des complexités assez fortes. Nous sommes avec Enora Denimal, qui est chargée de recherche en génie mécanique à l'INRIA. Et nous parlons de ces travaux, de ce qui occupe le plus clair de vos pensées, de vos recherches. Et c'est absolument passionnant. Alors je propose que nous continuions. Il nous reste 20 minutes en gros. Oh non, il nous reste beaucoup de temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans votre vie de chercheuse, comment vous travaillez avec les autres. Je veux dire, vous avez aussi, vous êtes chercheuse, mais autour de vous, il n'y a pas que des chercheurs, il y a aussi des techniciens, il y a aussi des personnels qui ont d'autres missions, d'autres tâches à effectuer. Oui, alors là, ça dépend beaucoup des équipes de recherche. Et donc là, j'ai pas forcément eu la même nature chose. Peut-être des sujets qui sont traités. Ouais, exactement. Alors quand j'étais en thèse ou en postdoc, j'étais réellement dans des labos de mécanique. Donc là, il y a de toute façon des campagnes expérimentales, donc des gens qui prennent des mesures sur des pièces, etc. Ils ont vraiment les mains dans le cambouis en un certain sens. Et donc là, quand c'est comme ça, vous avez tout le support, on appelle ça support, mais ça va être les techniciens, les ingénieurs qui vont nous aider à concevoir les bancs expérimentaux, à travailler dessus, qui vont réaliser les mesures, etc. D'ailleurs, juste une petite question, parce que vous parlez de ça. Est-ce que vous faites des maquettes ? Est-ce qu'à Lyon, quand vous étiez à Lyon, vous faisiez des maquettes qui pouvaient représenter... Parce que en mécanique, je ne sais plus, à Nantes, ils ont un site où ils peuvent représenter les marées. Oui. Et donc, il y a des... Et puis dans d'autres cas, il y a des bancs expérimentaux qui vont être des miniatures, en fait, mais sur lesquels on va pouvoir faire de l'expérimentation aussi. À Lyon, il n'y en avait pas. À Lyon, il y avait. Si, il y a un banc expérimental avec un moteur d'avion. Il y a des infrastructures. Après, moi, je fais partie donc dans la communauté, il y a vraiment les numériciens d'un côté, donc ceux qui travaillent sur l'outil de simulation, sur l'ordinateur, la modélisation. Et il y a ceux qui travaillent plutôt de façon expérimentale. Donc on est amené à travailler ensemble, à échanger, mais moi, j'ai vraiment une culture de simulation numérique forte. D'accord. Mais vous en voyez à Lyon autour de vous, donc... Oui, et puis j'ai des collègues qui le font pour moi, en fait. Enfin, on collabore et justement il y avait pour que... peut-être des doctorants aussi qui travaillaient oui, sur le volet plus faisait de l'expérimental. Ouais, ça dépend réellement des projets de recherche. Donc aujourd'hui, je collabore avec les gens qui font l'expérimental, comme ça. Donc dans l'équipe INRIA, vous avez plutôt des gens, s'il y a des hors chercheurs, qui sont plutôt avec des profils ingénieurs, pour faire des développements d'outils ? Oui, on a aujourd'hui 2 ingénieurs affectés à l'équipe. Alors, je suis pas sûre que les 2 soient à temps plein, mais on a 2 personnes qui aident. Donc, soit au développement de code, entretien de code, au déploiement. Parce que, alors, du coup, l'équipe est bilocalisée entre Rennes et Nantes. Et la partie nantaise fait pas mal de... Ils vont sur le terrain pour tester les choses qu'ils ont développées. Donc là, il y a aussi des ingénieurs ou des techniciens en soutien au développement, justement, et au déploiement des différents outils. Et vous travaillez de manière
plutôt solitaire actuellement, plutôt en équipe. Comment ça se passe? Je veux dire, le matin vous arrivez, vous prenez un café, vous discutez avec des collègues, vous travaillez sur vos simulations. Vous faites une pause, vous discutez de... Comment ça se passe en fait C'est une bonne question et les cultures sont très différentes selon les différentes équipes de recherche. Donc là, moi, je suis en train de changer d'équipe. Et donc, on travaille jamais seul. On est souvent amené à... Donc aujourd'hui, il y a une partie du travail qui consiste à encadrer des étudiants en thèse. Et vous en avez un en thèse d'ailleurs? J'en ai 3. 3? Ouais. 3 jeunes doctorants. Qui commencent. Mais ouais. Donc il y a une partie du travail qui consiste à échanger avec eux pour répondre à leurs questions, pour réfléchir aux axes scientifiques qui vont être à traiter, etc. On encadre rarement seul. Donc en fait, on échange aussi avec nos collègues par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de temps d'échange pour construire de nouveaux projets pour l'avenir. Les journées se ressemblent jamais en fait, donc c'est un peu difficile de répondre à la question. Il n'y a pas de journée type en fait. Non, pas trop. Les missions sont quand même nombreuses et très variées. Donc il y a des moments où on a le temps encore de faire de la science pure par soi-même. Il y a des moments où on est plutôt sur la rédaction, donc soit d'articles scientifiques, soit de présentations pour des conférences, etc. Beaucoup de discussions avec les collègues. Vous faites aussi un peu d'enseignement ? Pas cette année, j'en ai fait avant. Parce que les chercheurs n'ont pas de mission d'enseignement, mais souvent, ils peuvent être sollicités pour quelques heures dans une discipline. Bon, c'est pas tout. Mais là, il n'y a aucune obligation pour un chercheur de faire de l'enseignement. Hein. Ouais, les 2 dernières années, là, j'avais fait à l'INSA à Rennes. Et là, cette année, je voulais plutôt récupérer du temps pour approfondir certaines thématiques de recherche et avoir plus de temps disponible. Donc 3 doctorants qui ont démarré il y a... Ils commencent. Il y en a 2 qui ont commencé au 1er octobre et la 3e commence au 1er novembre. D'accord. Bientôt. Ça fait déjà une petite équipe, ça. Ouais. Après, je suis jamais seule sur les projets, donc on partage. Et puis là, à chaque fois, c'est avec des personnes différentes dans l'encadrement. Mais du coup, c'est bien, ça donne accès à beaucoup de visions différentes d'un même problème. Et entre équipes à l'INRIA, on se parle, il y a des initiatives qui permettent de communiquer entre équipes qui travaillent sur des sujets différents. Donc, Oui, on est quand même incité par l'Institut à travailler entre équipes. Après, c'est pas forcément très facile à faire. Enfin, travailler avec des gens d'une autre communauté, c'est pas facile parce qu'il faut comprendre leur thématique de recherche, ce que eux cherchent à faire. Il faut que nous, ce qu'on cherche à faire, les intéresse aussi. Donc, trouver le terrain d'entente et de communication n'est pas toujours évident. Mais il y en a qui font l'effort et ça les intéresse. On est assez libre là-dessus. Oui, parce que la structure, on n'a pas donné de taille. Je ne connais pas la structure de Rennes, mais je dirais que ça représente plusieurs centaines de personnes. Donc peut-être 400, 500, peut-être même plus. Enfin, on est dans des ordres de grandeur quand même conséquents, quoi. Oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si on arrête là la science ou si tu es encore en état de te questionner sur les sujets qui viennent d'être évoqués. J'aimerais demander à Enora revenir sur cet amusement que vous éprouvez. Ouais. Enfin, vous avez utilisé le mot « je m'amuse », ou un synonyme de ce mot-là. Alors, en quelques minutes, parce qu'on va laisser la partie qui intéresse particulièrement Jean-Louis, en quelques minutes, qu'est-ce qui fait que vous vous amusez comme ça ? Alors j'aime beaucoup plusieurs aspects dans mon métier. Il y a une première partie où j'ai pas mal d'implémentation numérique et faire du code. Et en fait, ça m'amuse de chercher une façon intelligente de faire ce que j'ai envie de faire et d'obtenir le résultat que j'ai envie d'avoir. Donc ça m'amuse. Et après, ça m'amuse aussi beaucoup de mettre en forme le problème et de trouver une façon de l'aborder et d'y répondre en fait. Avec un nouveau regard. Qui est original, ouais. Et j'ai beaucoup d'amusement là-dedans. Enfin, je vois vraiment ça comme résoudre une énigme en quelque sorte. Donc il y a quand même toujours une partie du travail qui consiste à poser l'énigme. Et je pense que c'est là la plus grosse partie du travail de chercheur. Mais la partie résolution derrière, je la trouve très amusante aussi. Et puis les résultats, non ? Et les résultats. C'est vrai que quand ça marche, c'est satisfaisant. Alors, vous trépignez physiquement dans votre bureau, vous criez. Non, quand même pas. Non. Mais c'est vrai avant que ça marche, il y a quand même beaucoup d'essais où ça ne marche pas. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, la motivation peut en prendre un coup. Hein. Quand ça fait des semaines que vous êtes sur un truc et que ça ne se débloque pas, ça peut être long.
Et puis tout d'un coup, ça se débloque. Mais en fait, ça se débloque parce qu'en fait, pendant 2 semaines, on n'a pas réussi, mais il faut chercher à comprendre pourquoi ça marche pas. Et en fait, c'est là qu'on apprend le plus, en fait. C'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Et du coup, la réussite, c'est vraiment c'est une forme de Graal personnel. Oui. Ah, je pense que c'est très clair. Hein. Oui, Et Nora nous absolument. explique très très bien ce que beaucoup de chercheurs, je pense, vivent. On parlait des conjectures hier avec Serge Cantat. Et bon, ce sont des défis aussi qui existent et qui amusent. Je pense que chez les mathématiciens, ils s'amusent aussi beaucoup. Oui. Même si de temps en temps, comme NRA, ça débouche pas comme ils veulent. On avait même un chercheur, Ettore, qui nous disait j'ai l'impression d'être resté un petit garçon qui continue à s'amuser. Et ça revient souvent chez vous. Mao Ettore est dans le laboratoire de télécom. D'accord. Et d'origine italienne, bien sûr. Hein, donc il nous expliquait effectivement qu'il était encore un enfant, en fait. Oui. Hein, qu'il voyait le monde à travers, comme s'il voyait le monde à travers les yeux de l'enfant pour les sujets de recherche sur lesquels il travaillait. J'ai l'impression que vous êtes toutes et tous un peu comme ça. Écoutez la proximité, c'est Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Alors, il nous reste peut-être un petit peu de temps. Donc, oui, bien sûr. Il y a une autre passion, alors qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer. Mais moi, qui me plaît beaucoup, parce que j'aime bien quand il y a plusieurs passions, justement. Donc, c'est le football. Oui. Alors, il est arrivé tardivement, apparemment. Ouais. Mais il est donc d'autant plus fort. Oui, c'est vrai. Alors, racontez-nous. Ouais, du coup, je joue au football en club, et donc en championnat et tout. Et donc j'ai commencé le football, j'y jouais un peu au primaire, à l'école, un peu pendant les études avec les copains et tout, mais un peu comme ça, pas de façon régulière. Et donc j'ai toujours fait pas mal de sport, et en commençant ma thèse, je me suis dit, ça risque d'être intense ce travail de thèse, donc à côté il va me falloir un défouloir. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas commencer le foot en club. Donc c'est comme ça que j'ai signé pour ma première licence. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu de façon plus sérieuse en quelque sorte, avec des entraînements, des matchs, etc. Et donc j'en ai fait 3 ans en région lyonnaise. À Londres j'avais arrêté, et puis là j'ai repris en arrivant à Rennes. Donc je joue pour Torigné-Fouillard. Grosse équipe. Et donc c'est vrai que ça m'apporte beaucoup en fait, ça permet de sortir de l'environnement du laboratoire, de voir des gens de l'extérieur. C'est une équipe féminine, donc c'est le moment aussi où je vois enfin des femmes. Et ça me permet effectivement de me défouler, de m'investir dans quelque chose qui est complètement différent, où l'enjeu est pas du tout le même. Alors vous jouez à quelle place ? Et donc j'ai joué beaucoup défense latérale, et là je commence un peu à passer défense centrale. D'accord. Donc voilà, plutôt à l'arrière. Donc ça veut dire entraînement ? Ouais, 2 fois par semaine. Et match ? Match quasiment tous les dimanches. Dimanche matin, dimanche après-midi ? Matin plutôt. Dimanche matin plutôt. Ouais. Des grands déplacements ? Non, on joue en district, donc c'est dans le département, au sud du département, Rennes et le sud. Comme quoi ? Mais oui. Et le foot vous forme aussi, non ? Ouais, on y apprend beaucoup, donc de par le fait que c'est un sport collectif. On est obligé d'apprendre on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc gagner ensemble, c'est souvent facile. Perdre ensemble, c'est plus dur. Parce que faut pas forcément remettre la faute sur quelqu'un. Enfin, c'est l'équipe dans son intégralité. Faut le vivre ensemble et se soutenir ensemble. Et puis après, je trouve que même sur le terrain, en fait, il y a des moments, c'est notre job de faire quelque chose. Donc, faut prendre ses responsabilités. Et puis, quand c'est à notre coéquipière de jouer son poste, faut lui laisser prendre ses responsabilités, et il faut être là en soutien, toujours soutenir. Ça arrive de rater des choses, on n'est pas si doué que ça, donc on rate quand même beaucoup de choses, donc il faut toujours être dans le soutien et dans quelque chose de positif pour tenir le match et aller jusqu'au bout. Et les couleurs de Torigné-Fouillard, c'est quoi ? Vert et blanc. Vert et blanc. Ah. Ouais. Pourquoi ça ? Non, vous voulez faire le lien avec un club, prestigieux, mais Vert et blanc, je ne connais pas de grands clubs de Ligue 1 ou de Liga
qui ont ces couleurs-là. Mais donc c'est bien, On est unique. c'est du plaisir aussi, ça. C'est Ouais. du plaisir aussi. Et est-ce que cette activité, justement, ça apporte aussi l'immersion dans un milieu social très diversifié, parce que vous devez rencontrer des personnes de toutes professions. Est-ce que c'est important pour vous? Enfin, je pense que oui, mais qu'est-ce que ça peut vous apporter? Ça m'apporte de garder les pieds sur terre. La recherche, on peut être un peu déconnecté parce que on est sur des thématiques scientifiques où il faut plus de 10 ans d'études pour comprendre quelque chose. On postule à des appels à projets pour récupérer des centaines de milliers, voire des millions d'euros auprès de l'Europe, etc. Donc on est un peu déconnecté du quotidien. Et donc là, ça permet en fait d'avoir les pieds sur terre, quoi, de revenir un peu à la réalité, à la vie plus normale en fait. Oui, mais on change de monde aussi, peut-être, Oui. d'une certaine manière. Moi, le football, c'était un moyen d'arrêter de penser, quelque part. Aussi. Qui est important, parce que, je crois, Serge nous l'a dit hier, à travers sa passion pour les mathématiques, ça n'arrête jamais. Hein, une passion n'arrête jamais. Absolument. Donc, pour faire des pauses, quelque part, il faut trouver des espaces qui te libèrent complètement de ça. Et pour moi, le football, ça a été le cas. C'est pareil pour moi, ça passe par le sport. Et du coup, actuellement, je joue au foot, donc ça passe par le foot, ouais. Et vous parlez pas tout le temps foot, je suppose, entre les équipières qui vous entourent. Est-ce que vous échangez autour de vos professions, puisque j'imagine que ça doit être assez varié, ou est-ce que ça reste plus ou moins du domaine privé dont on ne parle pas En fait, on parle assez peu de nos professions. On sait un peu ce que les gens font, mais c'est vraiment le moment où je pense qu'on lâche toutes nos professions en entrant sur le terrain, ce qui permet d'éviter une sorte de hiérarchie sociale, je pense. Oui. Et donc on en vient donc on parle du foot, on débriefe le dernier match, etc. Et puis on parle de nos vies perso et tout, mais on parle pas beaucoup du travail, ouais. Donc il n'y a pas de hiérarchisation, disons, entre vous. Non, pas du tout. Et justement, c'est agréable de pas avoir une étiquette et de pas en mettre aux autres aussi. Je pense que c'est important, ça. Ce que dit Enora, c'est vraiment la réalité qu'on peut vivre. Dans les choses, puisqu'il doit nous rester un tout petit peu de temps, vous avez des rêves? Bonne question, oui, sans doute. Un rêve, je sais pas, de faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Mais c'est pas forcément en relation avec le métier de chercheuse. Quelque chose qui vraiment pourrait être ce que vous avez pensé quand vous étiez toute petite. Je sais pas, je pense pas que je vois les choses exactement de cette façon-là. J'espère plutôt réussir à saisir les opportunités qui se présentent dans la vie et à profiter de ce qu'il y a autour de moi. Et puis, si à un moment quelque chose me lasse ou me fatigue, j'espère ne pas avoir peur de lâcher pour aller faire autre chose. Mais je suis plutôt dans l'optique je rêve de pouvoir toujours m'amuser dans ma vie. C'est déjà bien. Oui, c'est un très beau rêve. C'est déjà très bien. Écoutez la proximité, c'est Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. J'ai utilisé le mot fascinant tout à l'heure, mais alors je le réitère. Vous entendez, alors même s'il y a bien des choses qui me passent au-dessus de ma machine à comprendre là-haut, eh bien oui, ça reste fascinant. Et je crois que, eh bien, là, je m'adresse à nos auditrices et à nos auditeurs. Si vous nous avez écoutés, si vous avez été fascinés comme moi par ce que nous a dit Enora, par les réponses qu'elle a faites à nos questions, eh bien, sachez que tout le monde, c'est le rêve que tout le monde peut faire et qui est atteignable, filles, garçons. Même s'il y a plus de garçons dans la partie où vous êtes. Et oui, si vous avez envie, écoutez-nous et puis
essayer de voir, parce que je vous trouve en même temps, c'est un ton, vous avez un ton très très sérieux, très professionnel, mais je vous trouve d'un grand optimisme. Est-ce que je me trompe? Très souriante. Ah oui, bah ça se voit pas à la radio. Non, ça ne peut pas se voir, mais non, il y a une sérénité, il y a une paix en même temps. Oui, je crois que si tu veux faire passer, c'est la mission un peu de cette émission, le message aux jeunes, c'est de dire qu'ils peuvent dans ce métier-là trouver leur voie et on en parlait un peu avant de venir, qu'ils ne se mettent pas de limites a priori sur leur capacité ou leur incapacité parce que ils ne savent pas faire ceci ou ne savent pas faire cela. Et puis c'est bon, c'est pas donné comme ça à la naissance, ça se construit aussi. On a eu des parcours un peu plus tortueux que le vôtre dans chez les personnes. Oui, il nous est arrivé d'avoir des grands chercheurs aujourd'hui, dont certains de l'INRIA d'ailleurs, qui sont passés par des phases qui les amenaient absolument pas à la recherche, oui. Mais qui ont rencontré des fois quelqu'un qui a suffi pour les réorienter et leur donner la passion. Et quand on a la passion, on trouve la capacité de faire. Voilà, et la radio est un média justement pour permettre ces rencontres-là. Alors, en conclusion, je dirais que j'espère que vous avez beaucoup d'Enora viendront faire de la mécanique ou d'autres choses dans les métiers de recherche. Voilà, et puis que tous qui nous avez écoutés, vous avez fait une rencontre ce matin. Merci Enora. Merci à vous pour l'accueil. Merci surtout à vous. Avec plaisir. Voyage extraordinaire dans le monde des sciences. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site Radio Laser et également relire l'article qui sera publié sur le site Unidivers, article rédigé par toi, Jean-Louis, je pense. Voilà, et co-signé par nous deux. Voilà. Au revoir.